ont été adoptés au titre de ces mesures divers décrets d'application de textes de loi en vue de favoriser leur pleine mise en œuvre. Ainsi, s'agissant de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2022-17 du 19 octobre 2022, sont adoptés les décrets fixant les modalités de contrôle sanitaire aux frontières, modalités et conditions de déclaration par les maires des événements susceptibles de constituer une menace pour la santé des populations, conditions d'ouverture d'une piscine, d'une baignade artificielle ou d'aménagement d'une baignade à usage collectif, ainsi que ceux portant modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire, modalités de constatation du décès des personnes, modalités d'installation et d'exploitation des centres d'exploration diagnostique et thérapeutique, modalités de protection par l'État du praticien médical ou paramédical. En ce qui concerne la loi numéro 2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, 9 décrets ont été adoptés. Il s'agit des décrets fixant les conditions de création et d'exploitation des officines de pharmacie, conditions et modalités d'ouverture et d'exploitation des établissements de représentation pharmaceutique et les règles relatives à la publicité sur les médicaments et autres produits de santé et à la promotion médicale, de même que ceux portant conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries pharmaceutiques, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries de fabrication des produits de santé autres que le médicament, conditions d'importation, d'exportation et de distribution en gros et en détail des produits de santé autres que le médicament, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des établissements grossistes répartiteurs pharmaceutiques et d'exercice de l'activité de dépositaire pharmaceutique, modalités d'homologation des compléments nutritionnels, des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits diététiques et de régime, adoption des lignes directrices et procédures d'autorisation et de supervision des essais cliniques. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'étude de faisabilité technique, environnementale et sociale en vue de la création de 2 zones de baignade, respectivement à Fidjrosset-Cotonou et à Vlore Grand Popo sur la côte béninoise. Depuis 2016, le gouvernement a engagé d'importants investissements pour valoriser le potentiel touristique remarquable de la façade maritime de notre pays par divers projets structurants. Ceux-ci participent, par ailleurs, de la protection de la côte, limitant ainsi les risques de sa dégradation. Pour conforter cette dynamique en cours, il s'est avéré pertinent de créer 2 zones de baignade à Fidjrosset et à Vlore, dans les communes de Cotonou et de Grand Popo, afin d'offrir à terme au public la sécurité et les commodités requises en la matière. Aussi, urge-t-il que des études techniques, environnementales et sociales soient réalisées de façon à faire intégrer harmonieusement ces ouvrages aux projets touristiques et balnéaires qui sont dans une phase de conception relativement avancée sur la côte, notamment les projets du Club Med. Le Conseil a donc marqué son accord pour la réalisation de ces études par un cabinet de grande réputation, à charge pour les ministres concernés d'accomplir les diligences y relatives. En point 2, rappel de l'interdiction des affichages publicitaires anarchiques dans les communes du Grand Nokoué. Dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de nos villes, au soutien des aménagements majeurs réalisés ou en cours, il a été adopté le décret numéro 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Il interdit
En son article 2, les affichages publicitaires sur les monuments naturels, les mâts de lampadaires servant à l'éclairage public, les poteaux électriques et de communication, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tous autres supports non agréés. Par la suite, un communiqué du ministre chargé du cadre de vie a rappelé ces interdictions et accordé un moratoire aux auteurs concernés afin qu'ils s'y conforment. Mais, force est de constater que, passé le délai fixé, les désaffichages se poursuivent au mépris de la réglementation en vigueur. Le Conseil invite instamment ceux-ci à les démanteler ce week-end, faute de quoi les services compétents de l'État appliqueront les mesures répressives appropriées. Au Bénin, le coût de certains produits alimentaires continue de grimper. C'est le cas de l'huile végétale, dont le prix oscille entre 1600 et 1800 le litre depuis quelques jours. Au marché d'Antokpa, des commerçantes expriment leur ras-le-bol. Le bidon d'huile végétale de 25 litres coûte 40 000, 1 litre à 1700. On prenait le bidon de 25 litres à 24 500, brusquement à 27 000, puis 28 000, 30 000, 36 000, 37 000. D'hier à aujourd'hui, nous l'avons pris à 40 000. Depuis que le prix a grimpé, je ne trouve plus de clients. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu quelque chose du genre. C'est très grave. Comme vous le voyez sur mon étalage, le bidon d'1,5 litre, je le cède à 2600 francs. Les gens, est-ce l'eau de pluie qu'ils vont utiliser ou l'huile? C'est vraiment compliqué. Si les gens viennent et on leur dit le prix, ils s'en vont. Que les autorités nous viennent en aide. Normalement, quand l'huile finit dans un pays, on peut s'en procurer ailleurs. Mais nous voyons le contraire chez nous. Le Togo en a actuellement, mais tu ne peux pas oser t'approvisionner là-bas. Alors que les citoyens espèrent une amélioration de la situation liée à la cherté des denrées alimentaires, les choses vont de mal en pire. Cette situation fait grincer des dents et ne laisse pas indifférents les associations des consommateurs. Nous sommes à quelques encablures, moins de 2 mois des fêtes de fin d'année. Et voilà déjà ce que l'huile d'arachide coûte. C'est déjà un problème. L'huile d'arachide ne peut pas coûter ce montant où on est au-delà de 35 000. Je dis bien au-delà de 35 000 pour le bidon de 25 litres. Monsieur le Président Patrice Talon, nous disons toujours que le social, nous ne vous sentons pas assez. Je dis bien, nous ne vous sentons pas assez dans le social. Et c'est pour cette raison que vous-même vous avez promis, lors de l'investiture pour votre 2e mandat, que le hautement social sera une réalité. Ce hautement social, nous continuons d'attendre ce hautement social et il ne serait pas bien que sous le mandat du hautement social, que le maïs, heureusement qu'à ce niveau maintenant ça va mieux, que l'huile et autres, ces produits de première nécessité continuent de coûter ces montants-là qui vraiment malmènent le quotidien du citoyen consommateur. Monsieur le Président, nous souhaitons vraiment votre indulgence pour le social. Les routes, c'est une bonne chose, nous circulons bien. Mais nos ventres ont besoin de vous, ont besoin de votre regard bienveillant. Face à cette situation, les regards sont tournés vers le ministère du Commerce en vue de juguler cette conjoncture qui n'a que trop duré. Prendre soin de ses parents, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que lorsque tu es né, ce sont ses parents qui avaient pris soin de toi. C'est-à-dire, c'est eux qui, d'abord, on t'a gardé pendant 9 mois, tu es né, ils ont payé les frais d'hospitalisation, les couches, la nourriture, jusqu'à ce que tu aies l'âge adulte. Mais ils ont pris soin de toi. Maintenant, à ton tour maintenant de leur rendre l'appareil. Parce que, chemin faisant, eux, ils vont vieillir. Et ils ne seront plus en mesure de prendre soin de toi comme eux autres le faisaient. Ça veut dire,
toi tu as été leur enfant et maintenant c'est eux qui deviennent maintenant ton enfant à toi. Parce que tu as été leur charge, maintenant eux autres c'est ta charge à toi maintenant. Donc pour couper court, c'est obligatoire, ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable. Prendre soin de ces parents-là, c'est obligatoire. Selon moi, ce sont mes parents, non? Et c'est eux qui m'ont mis au monde. Le sperme qu'ils ont fabriqué là pour pouvoir me mettre au monde là, moi je ne peux pas rembourser ça. Et de plus là, depuis ce temps, et quand ils m'ont mis au monde là, moi j'utilise les sangs jusqu'à l'instant T. Le fait qu'ils m'ont mis au monde, c'est qu'ils ont voulu de moi. Mais s'ils n'ont pas été là, vous pouvez m'avorter. Mais s'ils n'ont pas été là, c'est qu'ils n'ont pas pu être là. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens, des trucs du genre. Et en plus, ma maman elle m'a gardé pendant 9 mois, donc je dois prendre soin d'elle, quel que soit ce qu'elle fait. Les parents n'ont pas vraiment pris soin de lui. Ça veut dire il est resté, ça dit il a grandi seul, il a tout fait seul. Mais là, ça devient difficile. Ça, avant que ce ne soit obligatoire, il faudrait que l'intéressé ait vraiment la crainte de Dieu. Ça dit, il leur retourne l'appareil parce qu'il veut juste payer le droit de vie. Juste le fait qu'il est né pas de 2 personnes, il veut juste leur remercier pour lui avoir fait venir dans cette vie, quoi. Sinon, si ce dernier n'a pas la crainte de Dieu et il veut rendre coup pour coup, ça dit, si c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est que pour lui, ce serait facultatif. Vous ne m'avez pas pris soin de moi lorsque j'étais petit et lorsque j'ai grandi seul. Donc il n'est pas obligatoire que je vous fasse quoi que ce soit. Œil pour œil et dent pour dent. Est-ce qu'il y a un enfant sans parents? Hein? Il n'y a pas un enfant sans parents. On ne peut pas voir, même quand on voit les fous là, hein, on dit que telle personne là, la personne n'a pas de famille là. Quand tu vas les toucher là, les familles vont toujours sortir. C'est pourquoi, même si mes parents m'ont mis au monde là, hein, et ils ne me font rien, et je me suis débrouillé seul pour être ce que je veux être là. Moi, je ne vais même pas regarder ça. Même si ils me font quelque chose du mal là, moi, je vais les faire du bien. Prendre soin de ses parents, c'est déjà les nourrir. Désormais, c'est des gens qui sont déjà vieux. Et les vieux os ne peuvent pas produire grand-chose. C'est des gens peut-être qui sont déjà c'est quelqu'un qui est déjà un soixantenaire ou bien septuagénaire. Celui qui a déjà 70 ans, 60 ans, quel effort vous voulez qu'il fasse? Donc ce dernier-là, il est devenu une personne à mobilité réduite. C'est toi qui lui donnes la nourriture, c'est toi qui vas le vêtir, c'est toi qui vas le loger. Et son déplacement, tout ce qu'il y a, lorsqu'il tombe malade, c'est à ta charge. C'est à ta charge. Il a un petit palu, c'est à ta charge. Donc tout ce qu'il y a comme besoins vitaux, c'est à ta charge. Moi, je viens de faire le dépôt à ma maman tout à l'heure même. Puisque prendre soin de tes parents là. Moi, par exemple, au village, mon papa là, il a fait une construction. Et la maison qu'il a construite là, c'est pas aussi du tout mal. Si ce n'était pas qu'il a fait une construction avant là, et j'ai l'argent là, je peux lui faire une construction. Maintenant, si je trouve quelque chose par semaine, si je n'ai pas la force de le faire ça par jour là, par semaine là, si je trouve quelque chose là, je vais les envoyer. Dieu merci que la technologie a évolué aujourd'hui maintenant là. Et sans même déplacer là, tu peux faire Momo. Et c'est ça que je viens de faire tout à l'heure là. Les retours de Donald Trump à la Maison-Blanche a provoqué un élan de félicitations et d'optimisme en Afrique. Plusieurs dirigeants et personnalités africaines ont exprimé leur espoir de renforcer les relations bilatérales avec Washington. En RDC, le président Félix Tshisekedi a exprimé son souhait de collaborer avec les nouveaux présidents américains et d'approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays. Et c'est une grande opportunité pour l'Afrique de renouer encore davantage
avec les relations bilatérales ou multilatérales avec les États-Unis, et particulièrement pour des régions à conflit comme le Sahel et la région des Grands Lacs, nous entendons effectivement l'implication des États-Unis pour essayer un peu de faire cesser les armes qu'il y a surtout en République démocratique du Congo, où nous subissons une guerre d'agression vis-à-vis du Rwanda. La RDC est en proie à une crise sécuritaire majeure dans l'est du pays, avec des groupes armés qui terrorisent la population. L'espoir est grand. La nouvelle administration américaine apportera un soutien accru aux efforts de stabilisation. Un sentiment de satisfaction et surtout de soulagement. Nous, au Nord Kivu, nous avons besoin de la paix et nous avons besoin d'un homme comme Trump. C'est un homme de la paix, c'est un homme qui a toujours été sérieux et surtout sincère avec ses promesses. D'autres Congolais restent sceptiques quant à l'impact réel du retour de Trump sur leur quotidien. Ils craignent que les Occidentaux n'apportent une solution en RDC. La paix ne s'achète pas comme un article au marché. Il faudra que le gouvernement congolais puisse travailler très fort, accentuer ses actions diplomatiques. Et pourquoi compter sur Donald Trump étant donné que nous savons très bien que l'insécurité qui sévit à l'est du Congo et les États-Unis et derrière tout cela, les armes proviennent des États-Unis. Le retour de Trump au pouvoir est une étape charnière pour la République démocratique du Congo. La coopération entre les deux pays reste incertaine. La question est de savoir si ce retour marquera un tournoi décisif pour la RDC ou si le pays restera confronté aux mêmes défis. Goma, Malaika Élysée, Africa News. Dans un effort de lutte contre la flambée de Mpox, la variole du singe en Afrique, un mécanisme d'accès et d'allocation a permis de distribuer 899 000 doses de vaccins à 9 pays particulièrement touchés: la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Libéria, le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. La RDC, épicentre de l'épidémie avec 80% des cas confirmés en Afrique, recevra la majorité des doses. Les vaccins sont fournis par le Canada, l'Union européenne, les États-Unis et Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Cette campagne de vaccination est une composante essentielle de la réponse globale qui inclut aussi le dépistage, les soins cliniques et la prévention. Le plan de vaccination se déploiera en plusieurs phases. D'abord pour stopper les épidémies en ciblant les populations à risque élevé, puis pour protéger davantage de personnes à mesure que des doses supplémentaires seront disponibles, et enfin bâtir une immunité de population contre les futures épidémies. La première phase vise à vacciner 1,4 million de personnes d'ici fin 2024, en priorité les contacts proches des cas confirmés et les personnels de santé. L'Afrique du Sud a temporairement fermé son principal poste frontière avec le Mozambique pour des raisons de sécurité. Alors que les manifestations contre l'élection contestée du mois dernier au Mozambique s'intensifient, l'autorité frontalière sud-africaine a annoncé la fermeture du port d'entrée de Lebombo. À l'origine de cette décision, des rapports faisant état de véhicules incendiés du côté mozambicain. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a déclaré mercredi qu'au moins 20 personnes étaient mortes et que des centaines d'autres avaient été blessées ou arrêtées depuis le début des manifestations. Alors que les partisans de l'opposition manifestent contre ce qu'ils considèrent comme une élection frauduleuse, remportée par le Frelimo, le parti qui gouverne le Mozambique depuis 1975. Les forces de sécurité ont répondu par des gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles, tandis que le gouvernement a restreint l'accès à Internet et que le ministre de la Défense a menacé de déployer des forces militaires pour réprimer les manifestations post-électorales en cours. Les groupes de défense des droits ont qualifié la réaction du gouvernement de pire répression des manifestations que le pays ait connue depuis des années. Des milliers de sympathisants démocrates sont retournés sur le campus de l'université Howard à Washington ce mercredi pour écouter Kamala Harris, qui après sa défaite face à Donald Trump a exhorté ses partisans à continuer de défendre leur vision du pays. Dans son discours, Harris a indiqué avoir félicité Trump et s'est engagé à soutenir la transition présidentielle. C'est décourageant et très clivant. La moitié de notre pays a voté pour un mode de vie et l'autre moitié pour un autre. D'une certaine manière, nous avons l'impression d'une défaite temporaire, mais pas à long terme.
Nous pensons que le phénix renaîtra de ses cendres, que ce processus prendra un certain temps et que de nombreuses personnes qui ne s'étaient pas engagées jusqu'à présent comprendront que leur vote compte. Ils se manifesteront à nouveau. Je pense qu'en 2028, ce sera une autre histoire. Dans un discours d'une dizaine de minutes, Kamala Harris a tenté de redonner de l'espoir à ses partisans. Certains étaient en larmes. Je pense qu'elle a fait un travail phénoménal. Elle a terminé la campagne avec optimisme et espoir, ce dont les gens avaient besoin. J'espère qu'elle sait à quel point nous sommes fiers d'elle. Les démocrates se retrouvent maintenant face au défi de reconstruire leur parti durant un second mandat de Trump. Le rôle que Kamala Harris jouera dans l'avenir de sa formation reste pour le moment incertain. 231 patients et leurs accompagnants ont été évacués de Gaza pour des raisons médicales vers les Émirats arabes unis et la Roumanie, selon l'OMS et le COGAT, l'organisme israélien en charge des affaires civiles. Abdelmonem a été touché par des éclats d'obus à la jambe droite, ce qui a entraîné son amputation. Son état de santé est préoccupant et il souffre de brûlures au 3e degré sur le corps, le dos et les jambes. Toutes les 48 heures, il est soigné pour changer les pansements sur les plaies et les brûlures de son corps. Sa jambe amputée présente également un pourcentage élevé de brûlures au 3e degré. Grâce à Dieu, il va pouvoir être pris en charge. Ces patients ont quitté Gaza via le point de passage de Kerem Shalom, puis ont été transportés à l'aéroport de Ramon. Ce transfert a été réalisé en coopération avec les Émirats arabes unis, l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'évacuation médicale de 228 personnes, dont 88 patients dans un état critique. 82 d'entre eux partiront aux Émirats arabes unis avec leurs compagnons et leurs proches. Et 6 patients très gravement atteints iront en Roumanie. Il s'agit de patients souffrant de traumatismes, mais aussi de maladies chroniques. Nous évacuons également de nombreux patients atteints de cancer. Bien que cette évacuation soit le plus grand nombre de personnes autorisées à quitter Gaza ces derniers mois, l'OMS estime que 12 000 à 14 000 patients ont encore besoin d'évacuation. Avant la fermeture du passage de Rafah en mai, près de 4 700 personnes avaient été évacuées.